Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Aujourd'hui, pour la 65e vidéo de mon challenge crypto, je vous propose de parler de Casper. Comme d'habitude, le sommaire, ça va être d'abord une présentation, ensuite on va parler de technologie et de tech, tout simplement. On va parler ensuite de la tokenomique, enfin ce sera les forces et les faiblesses du projet, en tout cas ce que moi je le retrouve, et pour terminer, une analyse graphique. On commence tout de suite, du coup, avec la présentation du projet. En une phrase, on peut dire que c'est un Layer 1, une Layer 1, et d'ailleurs que c'est surtout un ancien prestataire de Ethereum. L'idée derrière, du coup, c'est de proposer une alternative à Ethereum, comme tous les autres Layer 1 d'ailleurs, et donc d'essayer de résoudre certains de ces problèmes, notamment la problématique générale, c'est le trilemme des blockchains, donc décentralisation, sécurité ou efficacité, rapidité, comprendre. Donc en général, on arrive à avoir une ou deux de ces caractéristiques, mais pas les trois, et Casper va essayer de proposer quelque chose qui permettra d'avoir une solution E3. On verra si il y arrive ou pas, ou s'il a le potentiel de le faire. Il se trouve en 86e position par la capitalisation qui est elle-même de 420 millions de dollars, un volume de 24 heures d'environ 20 millions, donc c'est pas trop mal, mais c'est pas énorme, hein, et un cours autour de 0,04 dollars. Donc au début, il travaillait pour Ethereum, et puis il y avait un projet en fait à développer important par Casper Lab. Donc une partie du projet était développée par Casper Lab, le reste était développé par les équipes d'Ethereum. Il s'avère que Casper Lab a développé largement dans les temps, mais que Ethereum a pris beaucoup plus de temps, hein, de l'ordre de plusieurs années. Et au bout d'un moment, en fait, Casper Lab, qui avait sa technologie, a décidé de lancer sa propre blockchain, donc Casper, parce qu'il craignait qu'en fait leur produit, le truc qu'ils avaient mis en place, devienne obsolète, qu'il soit dépassé par le reste du marché. Et donc ils ont estimé qu'il était temps. Et ils ont créé leur propre blockchain, ce qui a donné du coup naissance à Casper et au token CSPR. À ce moment, ils ont levé 63 millions de dollars pour développer leur projet. Donc c'était quand même quelque chose de positif. Voilà pour la partie présentation du projet. On va maintenant passer à la technologie. Donc partie tech, en fait, on est sur un proof of stake, donc comme l'est maintenant Ethereum et comme le sont l'essentiel des blockchains que l'on connaît. L'idée c'est du coup qu'il nous faut des nodes avec des validateurs, donc les validateurs sont gérés par des nodes, qui vont en fait faire passer les données, qui vont valider les transactions. Pour valider une transaction, en fait, il faut prouver qu'on possède des tokens quand on est un node, donc en fait on les stack et on est rémunéré pour ce service. Voilà comment ça fonctionne globalement. On a derrière un langage qui est le Rust, donc c'est différent d'Ethereum, qui lui est en Solidity. Mais par contre, ils ont été malins, ils ont mis un convertisseur, en fait, ils ont créé un convertisseur qui permet en fait d'utiliser le code de Solidity, de le passer dans ce convertisseur et de le transformer en Rust, ce qui fait qu'en fait, il est possible pour des applications qui fonctionnent sur Ethereum de venir migrer sur Casper du coup. Le point en fait technique important, c'était le Casper CBC. C'est sur ça qu'ils travaillaient quand ils étaient chez Ethereum. Donc c'est en fait un protocole de sécurité qui fait partie de la famille des généraux byzantins. En résumé, tout ce qui touche à la famille des généraux byzantins, c'est qu'il faut une certaine proportion, en général 2/3 des validateurs, pour que l'on puisse valider une transaction. J'ai vraiment résumé, c'est un peu plus important que ça. Mais en gros, c'est un protocole de sécurité qui fait que si on n'a pas au moins 2/3 des gens qui sont d'accord, il se passe rien. Et au fil du temps, on voit qui sont les bons et les mauvais validateurs, en gros les potentiels utilisateurs malveillants. Et quand ils ont montré en fait leur malveillance, ils se font éjecter du réseau, ce qui à long terme est censé assainir en fait le réseau et le rendre encore plus sécurisé. C'est un dérivé de ce genre de protocole-là, il fait partie de cette famille-là. Il était initialement prévu du coup pour Ethereum, mais ça a pris trop de temps, et donc on sait que ce sera une des étapes suivantes pour le développement d'Ethereum. A noter qu'avec ça, Casper fonctionne en sharding, en tout cas c'est ce que j'ai pu comprendre. Le sharding, on en a déjà parlé, c'est le partitionnage de la blockchain, c'est-à-dire que la blockchain va être divisée en plusieurs petites blockchains, qui chacune va pouvoir générer des transactions, s'occuper d'une partie en fait de l'activité de la blockchain, et va pouvoir le faire de façon individuelle par rapport aux autres. Et donc vous allez pouvoir multiplier le nombre d'opérations qui ont lieu en même temps, ce qui fait que vous pouvez supporter beaucoup plus d'utilisateurs parce que vous pouvez gérer beaucoup plus de transactions en même temps. Et donc on va probablement avoir beaucoup moins de ralentissement et payer des frais beaucoup moins élevés que s'il n'y avait pas eu le sharding. Donc ça permet globalement un scaling de la blockchain. Ça aussi, c'est une des prochaines étapes pour Ethereum. Au niveau du coup de la tokenomique, qui est le point
quasiment le plus important, on voit tout de suite qu'on a une donnée qui nous manque, qui est la supply max. Voilà. Je vais aller sur CoinMarketCap, je vais aller sur le site de Casper et je n'ai pas cette information, ou plutôt, c'est un point d'interrogation. C'est-à-dire concrètement, on ne sait pas, et je suppose qu'en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de supply max définie pour le moment. On a une supply totale de 11 milliards 4, mais la supply totale, c'est en fait l'ensemble des tokens qui ont existé dans la vie du projet, c'est-à-dire les tokens qui ont été créés, plus les tokens qui ont été burn. On voit qu'en circulation, on a 10 milliards 6, et qu'on a, selon une interview d'un des membres de l'équipe de développement de Casper, une inflation de 8%. C'est quand même pas négligeable, surtout quand on sait que la supply max n'existe pas. C'est-à-dire que tous les ans, pour le moment, on génère 8% de tokens en plus. Bien évidemment, ça sert à financer le réseau, mais c'est quand même quelque chose d'assez important, parce que c'est-à-dire que si vous avez acheté du Casper maintenant, bien, tous les ans, il y en aura un peu plus, donc vous faites un petit peu diluer, donc c'est quand même pas un point qui est négligeable. Au niveau de la répartition initiale du token, on voit que 40% sont alloués à ce que j'appelle la team le projet, donc ça englobe en fait toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet, ça englobe les réserves, ça englobe les tokens qui sont loqués pour la team pendant un certain temps, toutes ces choses-là, bien évidemment les salaires, etc. 16% pour les investisseurs, donc c'est pas énorme, et 44% qui a été mis en vente publique, ou qui est mis au fil du temps, qui sont en fait juste sur les plateformes d'achat et revente. Donc ça c'est quand même assez intéressant comme répartition. Au niveau de l'utilité du token, on fait simple, on est sur des frais de réseau et le stacking. Vous voyez qu'il n'y a pas la gouvernance, alors que la plupart du temps en proof of stake, le token sert à faire de la gouvernance. Là, ce n'est pas encore le cas, parce qu'il n'y a pas encore de gouvernance on-chain, en tout cas aux dernières nouvelles. À noter que c'est à venir prochainement ou pas prochainement, mais c'est censé être quelque chose qui devrait arriver. Et ça veut dire que pour le moment, on a une gouvernance qui est plutôt centralisée. À noter qu'on a du mal à trouver des informations chiffrées sur ces thématiques-là. En fait, sur toute la partie tokenomique, pour être tout à fait transparent, parce que le site ne donne pas accès facilement à des chiffres. Donc au cours d'une interview, j'ai aussi noté que 2/3 des validateurs devaient être OK pour confirmer une transaction, ce qui en fait correspond tout simplement au protocole byzantin dont on a parlé précédemment avec le CBC du coup. On a 100 nœuds maximum pour le moment, et ça c'est un point qui est très important, parce que 100 nœuds, ça vous dit en fait le nombre de validateurs max qu'il y a sur la blockchain, et c'est 100. Donc c'est quand même limité. C'est pas ridicule, mais c'est quand même pas beaucoup. Donc quand on nous vend que c'est une blockchain qui est bien décentralisée, faites-vous votre avis sur ce que c'est quelque chose de bien décentralisé. Moi je trouve que 100, c'est pas extrêmement décentralisé, c'est un poil léger. À savoir qu'ils ont dit, au cours de la même interview, que potentiellement, ils augmenteraient jusqu'à 250 dans de futures mises à jour. Donc oui, c'est un peu décentralisé, mais c'est quand même pas incroyable non plus. Donc cet argument-là, il faut faire attention. Enfin, on va passer aux forces et aux faiblesses pour conclure cette analyse fondamentale. Les points appréciables. Déjà, la période de vesting est terminée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de token lock qui vont être lâchés, et donc le cours du token devrait moins subir que ce n'a été le cas sur l'année qui vient de s'écouler, où il y a eu beaucoup de libération de tokens. Ils ont a priori plus de 140 projets sur la blockchain, c'est quand même un bon point. Des partenariats avec des grosses entreprises, notamment AWS, donc c'est Amazon Web Services. À savoir qu'en fait, Amazon Web Services, pourquoi ils ont partenariat avec? Certainement parce que leur blockchain est hébergée dessus. C'est le cas de l'essentiel des blockchains, ce qui pose une vraie problématique de centralisation à nouveau. Mais là, une centralisation technique. Donc, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, c'est quand même un point qui est plutôt négatif. Ils ont en partenariat IBM, ils ont Hyperledger, très bien. Ils ont aussi d'autres partenariats, hein, beaucoup, et notamment dans le Web3, mais j'ai mentionné que ceci. À savoir, il y a Casper 2.0 qui est à venir, donc on n'a pas de date précisément, mais l'idée qu'il sera plus user-friendly, et en fait ils anticipent un peu ce que ETH 3.0 devrait être, donc imaginez, on n'est encore pas à ETH 2.0, donc ce que ETH 3.0 devrait être, et ils se disent capables de le devenir dans leur prochaine mise à jour, quand ils passeront du coup en 2.0, le Casper. Bon, à voir si c'est pas un peu marketing, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils mettent la chose en avant. Au niveau de la tech, je pense qu'elle est plutôt pertinente, même si elle n'a pas l'air d'être incroyable non plus, hein. Je veux dire, elle a l'air d'être bien, en plus ils ont bossé avec Ethereum, c'est quelque chose de super. Maintenant, c'est pas... moi, personnellement, je suis pas hyper convaincu non plus, enfin, je lui trouve pas des qualités énormes par rapport aux autres layer 1, donc bon, on verra bien ce qu'ils arrivent à faire avec ça.
C'est un peu ce que je veux dire, à part encore un concurrent et leur 1, il y en a beaucoup. Personnellement, ça me stimule pas énormément, on en voit tellement passer. Ils ont un marketing qui était un peu trop centré sur Ethereum, apparemment, le côté Ethereum Killer, qui est plus franchement à la mode, faut faire un peu attention. Bien que dernièrement, il me semble que ça a été moins sollicité, moins mis en avant ce côté-là. Globalement, ce que j'ai pas aimé, il n'y a pas eu assez de données sur le site. Enfin, ça me gonfle, hein, les sites. Vous vendez un projet et vous nous donnez pas du tout de stats. La TVL, par contre, on sait pas du tout ce que c'est. Combien il y a de tokens Casper stackés, je ne sais pas. Normalement, je sais pas. Même des files là-bas, j'ai pas vu. C'est quand même pas terrible. On est sur un proof of stake, on est censé avoir cette information-là, c'est important. Donc, vous voyez, ça, c'est un manquement qui, moi, me plaît pas. Pas de supply max, pour moi, c'est drapeau rouge. Hein, c'est non merci, quoi, j'en veux pas. Et la gouvernance qui est totalement centralisée en plus. Concrètement, non, c'est pas dingue. Supply max, 8% d'inflation, gouvernance centralisée. Bah, il y a d'autres projets qui font un peu mieux, je trouve. Donc, je vois pas trop d'intérêt sur les fondamentaux d'être dessus. En tout cas pour moi. C'est mon avis personnel. Maintenant que ça s'est dit, on va aller voir graphiquement à quoi ça ressemble, parce que peut-être que ça peut vous intéresser. Et même si les fondamentaux ne sont pas incroyables, on peut comprendre que certaines personnes s'intéressent juste à l'opportunité graphique. Donc on voit que ça vient de très haut. Bon, faut savoir qu'en fait, les prix d'achat initiaux lors des ventes privées étaient assez bas, hein. Ils étaient plus bas que les cours qu'on a actuellement, que ça a monté extrêmement haut pour redescendre très vite. Donc en quelques semaines. Donc là, vous voyez, on est à juillet 2021, pardon, 2021. Donc bull run, hein, il n'a pas très bien vécu le bull run. Évidemment, il est remonté quand même là. Et depuis, ça continue de glisser, donc tendance baissière, hein, j'ai pas besoin de rappeler. C'est quand même une évidence. Je vous ai juste tracé deux résistances, celle sur laquelle on a buté cette semaine, qui marche bien du coup avec les résistances de mai, et en fait là le support et résistance d'octobre, d'avant FTX concrètement. Donc oui, il y a eu une super belle remontée comme sur toutes les cryptos. La réalité c'est qu'on ne sait pas tellement ce qui va se passer. On n'arrive pas trop à savoir si est-ce qu'on est dans une espèce de potentielle continuation de la hausse, pour aller par exemple jusque là à 0,57, ou est-ce qu'au contraire il va y avoir une correction qui serait logique mais qui n'est pas évidente dans le sens où tout le monde s'attend à une correction sur le marché crypto. Donc si tout le monde s'attend à ce que ça fasse ça, est-ce que ça va le faire? Bah, en fait j'en sais rien. Donc donner un avis graphique là tout de suite n'est pas évident, sachant qu'il a quand même fait une très belle hausse, qu'on est sur 4 semaines consécutives de bougies vertes. Statistiquement on peut s'attendre à une correction, donc peut-être rechercher là la moyenne mobile des 20 semaines, au niveau des 0,33 par exemple. C'est une idée, pour ensuite aller chercher celle-ci, peut-être, ou peut-être pas du tout, on verra bien. Honnêtement, difficile de se prononcer là. Au niveau des indicateurs, on est quand même sur une belle montée, hein. Le RSI qui est à 50, donc rien de choquant, mais une belle montée quand même depuis juin. Au niveau des volumes, oui, au niveau des volumes, ça m'a l'air d'être pas trop mal. On est quand même beaucoup plus bas qu'on l'était en octobre, donc FTX a quand même mis un gros coup sur les volumes, même si c'est le cas partout. On est un peu plus en hausse, hein, mais c'est pas si incroyable que ça. Donc peut-être attention du coup. Les volumes sont pas hyper élevés. Et les moyennes mobiles, bon, on a déjà vu. On va aller voir éventuellement en daily pour avoir plus d'infos. Qu'est-ce qu'on voit les moyennes mobiles en daily? Ouais, on voit qu'on est en train d'avoir un croisement, donc c'est logique, hein, la moyenne mobile 20 jours qui est en train de rattraper les deux précédentes, donc la 50 et la 100, mais qui sont elles encore dans l'ordre, et la moyenne mobile qui est 200 qui est encore très loin, bien que le prix soit passé au-dessus. Donc c'est-à-dire que si vous avez DCA sur les 200 derniers jours, vous êtes en positif, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Donc voilà, peut-être juste évoluer dans ce range-là que j'ai tracé, hein, ça paraît pas forcément déconnant, hein, c'est un peu ce qui a été fait quand même depuis un moment, hein, depuis du coup mai de l'an dernier. Il y a juste eu cet excès-là en octobre, et on a réintégré. Donc à voir, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire sur Casper. À titre personnel, vous l'aurez compris, fait pas partie de mes projets préférés. Je compte pas l'acheter pour le moment, même si je suivrai d'un œil. Je vous dis merci de m'avoir écouté, et à la prochaine.